Hey, Natural King, Vulgari, Rap le style beat. Alors, salut et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est un cours sur la notion de loi, modèle et théorie scientifique des classes de première CDE et TI de l'enseignement général au Cameroun. Dans ce cours, ou encore cette leçon, nous allons au 1 parler de modèles utilisés en physique et en chimie, munis de quelques exemples. Dans cette partie, nous verrons les attributs caractéristiques d'un modèle et nous parlerons de la modélisation et de ce que c'est que la modélisation. Au 2, nous ferons allusion à la notion de loi scientifique et de contraintes. 3, nous verrons comment construire et exploiter un modèle scientifique. 4, nous verrons l'étude de quelques modèles en physique, à savoir le modèle proportionnel, et comme exemple la loi d'Ohm. Et comme deuxième étude, l'étude d'un modèle non proportionnel, la loi des gaz parfaits. Et nous verrons à la fin un exercice sur l'évaluation des ressources. Un exercice assez simple. Alors nous commençons avec une activité introductive. Au cours d'une discussion entre élèves d'une classe scientifique au lycée, l'un d'eux dit « Ce qui monte finit par redescendre. Ce postulat est-il un modèle scientifique ou une loi scientifique? » Point d'interrogation. Donnez une contrainte aux limites qui rend ce postulat vrai. Alors dans cette partie, dans cette leçon ou bien dans ce cours, comme famille de situation, c'est amener le scientifique, alors l'élève en classe scientifique, de travailler vraiment comme un scientifique. Et comme catégorie d'action, la mise en œuvre d'un modèle pour expliquer un phénomène ou une situation. Voilà. Partie 1. Exemple de modèle utilisé en physique et chimie. C'est quoi un modèle scientifique? Il s'agit d'une représentation conceptuelle qui aide à expliquer un phénomène physique sans que l'on ne puisse l'observer directement. En physique et en chimie, les modèles sont pour la plupart du temps mathématiques, mais ils peuvent aussi être physiques, c'est-à-dire tangibles ou imaginés. Ça peut être une idée émise. Les modèles mathématiques rencontrés sont pour la plupart des modèles proportionnels entre deux grandeurs physiques, comme par exemple la masse et le volume. Là, nous avons la masse volumique qui est liée à la masse et au volume. Le poids et la masse. P est égal à m fois g. La distance et la durée. Nous avons V égale la distance divisée par le temps. Ça, ce sont des modèles proportionnels. Cependant, certains phénomènes ne peuvent être décrits par des relations de proportionnalité et d'autres phénomènes ou modèles plus complexes font intervenir des relations entre un plus grand nombre de grandeurs, comme celui de la gravitation universelle ou celui du gaz parfait. Pour la gravitation universelle, nous avons F qui est égal à G qui est une constante fois la masse de A fois la masse de B sur la distance qui sépare les masses A et B au carré. Et le gaz parfait, PV est égal à nRT. Là, ce sont des modèles non proportionnels. Voilà. La formation de l'esprit scientifique doit s'accompagner d'une pratique du questionnement et de modélisation. Ça concerne les élèves des classes scientifiques. 1.1. Les attributs caractéristiques d'un modèle. On a plusieurs caractéristiques. Un modèle est une représentation simplifiée d'une entité du monde réel. Un modèle, 2, a un domaine de validité. Troisième attribut, deux modèles différents peuvent être utilisés pour une même situation, mais que l'un d'eux peut être plus adapté pour répondre à une question posée. Exemple. Le modèle atomique de Bohr, par exemple, permet de mieux expliquer la formation des molécules que le modèle de Rutherford. Quatrième attribut. Un même modèle peut décrire plusieurs phénomènes. Encore, comme exemple, le modèle atomique de Bohr permet d'expliquer la formation des molécules et des ions. Donc, ça explique d'une part la formation des molécules et ça explique encore d'autre part la formation des ions. Donc, un modèle peut décrire plusieurs phénomènes. Cinquième attribut. Un modèle peut évoluer ou même
être abandonné. Exemple, le modèle de l'atome a subi des évolutions en fonction des progrès, par exemple, de la science. Vous pouvez vous y renseigner là-dessus. Un modèle est considéré comme valide tant qu'il n'est pas mis en défaut. Là, c'est pour sortir des attributs caractéristiques d'un modèle. D'une manière générale, un modèle scientifique représente, explique des observations expérimentales, prédit de nouvelles observations ou de nouveaux comportements et évolue à la lumière de la progression des connaissances. Comme pour dire que, de manière générale, un modèle scientifique n'est pas statique, ça doit évoluer. Ça représente, explique, prédit et évolue à la lumière de la progression des connaissances. 1-2. C'est quoi la modélisation? C'est la conception d'un modèle. La conception d'un modèle. Du point de vue disciplinaire, la modélisation est un schéma qui décrit la tâche ou le problème qui implique la modélisation et auquel l'élève est confronté dans son processus d'apprentissage. 2. Notion de loi scientifique et contrainte. Nous sommes à la deuxième partie. Nous parlons maintenant de loi scientifique et de contrainte. Une loi scientifique, c'est quoi? C'est un postulat ou un énoncé basé sur des observations expérimentales répétées qui décrivent certains aspects de l'univers. Une loi ne cherche donc pas à expliquer les observations, mais cherche à les décrire. Nota bene, les lois ne sont pas absolues et sont le plus souvent limitées à certaines conditions appelées contraintes. Elles sont aussi souvent représentées par des relations mathématiques. La deuxième loi de Newton, la loi d'Ohm, la loi de Snell-Descartes, etc. Contrainte. La loi d'Ohm, par exemple, n'est valide que pour certains matériaux. Exemple d'une loi scientifique. Ce qui monte finit par redescendre. Quelle est la contrainte d'une telle loi? Cette loi n'est vraie que pour des corps dont la masse volumique est supérieure à celle de l'air. Donc, si vous avez un corps dont la masse volumique est inférieure à celle de l'air, alors ce corps pourra être transporté vers le ciel. Donc, voilà l'une des contraintes de cette loi, qui est un énoncé. Partie 3. Construction de modèles, expérimentation et modélisation. Les modèles en physique, chimie font le plus souvent appel au langage mathématique. De ce fait, la construction d'un modèle passe généralement par une expérimentation. Et l'expérimentation passe par la reproduction du phénomène dans un laboratoire pour confirmer certains faits. Pour construire efficacement un modèle, on doit suivre les étapes suivantes. Première étape, analyser qualitativement le phénomène physique ou chimique étudié. Deuxième étape, identifier les grandeurs physiques qui décrivent quantitativement le phénomène. Troisième étape, choisir des hypothèses simplificatrices et réaliser des mesures. Quatrième étape, tracer des graphiques et rechercher des relations littérales qui lient les grandeurs qui décrivent le phénomène. Donc, je reprends, analyse qualitative du phénomène, identification des grandeurs physiques décrivant quantitativement le phénomène, choix des hypothèses simplificatrices et réalisation des mesures. Et puis, 4. Tracer des graphiques afin de rechercher les relations littérales entre les grandeurs décrivant le phénomène. Exemple, U égale à RI est un modèle proportionnel et PV égale à NRT est un modèle non proportionnel que nous allons voir dans la suite. L'objectif du travail concernant la construction de modèles est de construire une relation entre les différentes grandeurs. Cela a déjà été mentionné, permettant comme ça de décrire le phénomène étudié afin de prévoir le comportement d'un système physique ou chimique. Pour cela, il est nécessaire d'activer une diversité de registres, parmi lesquels le registre verbal, qui permet de mettre en mots le graphique ou la relation établie entre les grandeurs. Le registre graphique, qui donne une représentation visuelle, statique ou dynamique de la relation entre les grandeurs. Ce registre est très important dans la construction du modèle, dans la vérification expérimentale d'un modèle ou dans la recherche de la relation de proportionnalité. Donc, le registre graphique se situe à l'interface entre modèle et données expérimentales. Le registre conceptuel ou symbolique
qui est celui qui formalise une dépendance entre les grandeurs sous la forme d'une relation mathématique. Il donne une dimension prédictive et quantitative au modèle selon un principe de parcimonie et d'efficacité. Ce dernier registre exige de votre part de plus fortes capacités d'abstraction, car il donne une dimension prédictive et quantitative au modèle, en formalisant une dépendance entre les grandeurs sous la forme d'une relation mathématique. 4. Étude de quelques modèles en physique. 4.1. Étude d'un modèle proportionnel. Nous allons nous intéresser à la loi d'Ohm, qui est un modèle mathématique proportionnel. La construction de ce modèle, c'est-à-dire la loi d'Ohm, repose sur les mesures de la tension U et de l'intensité du courant I, traversant le dipôle résistor. L'obtention de ces mesures peut se faire à l'aide d'un montage expérimental que l'on peut voir à la figure 1. Nous avons donc ce schéma expérimental qui permettra de prendre les mesures de la tension via le voltmètre et de l'intensité du courant au niveau de l'ampéromètre. Les résultats obtenus permettent donc de tracer le graphe U égale à F de I, appelé caractéristique du dipôle. Pour un résistor, L est une droite croissante qui passe par l'origine du repère, comme le montre la figure 2. Donc voilà l'allure de la caractéristique intensité-tension d'un dipôle résistor. Cette loi d'Ohm peut donc s'énoncer ainsi. La tension aux bornes d'un conducteur ohmique, c'est-à-dire d'un résistor, est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Contrainte. Donc une loi scientifique possède généralement des contraintes. Comme contrainte, cette loi s'applique uniquement aux conducteurs dont la température reste constante pendant le passage du courant, car pour certains conducteurs, la résistance varie avec la température. Donc voilà la contrainte. 4.2. Étude d'un modèle non proportionnel, la loi des gaz parfaits, dont la relation est PV égale à nRT. C'est quoi un gaz parfait tout d'abord? C'est un gaz dans lequel les forces d'interaction moléculaire sont absentes. Nota bene, à pression et température normale, tous les gaz peuvent être considérés comme des gaz parfaits qui obéissent à l'équation d'état des gaz parfaits PV égale à nRT, où P est en Pascal, c'est la pression, V, le volume du gaz en mètres cubes, N, la quantité de matière de gaz en mol, grand T, la température absolue du gaz en Kelvin. Il faut savoir que T en Kelvin, c'est T en degrés Celsius plus 273. R est ce qu'on appelle la constante des gaz parfaits dont la valeur c'est 8,31 et avec plus de 6 chiffres significatifs, on a 8,314 472 joules, Kelvin moins 1, mol moins 1. Ce que l'on peut retenir ici, c'est qu'à partir de cette loi et des considérations portant sur la température et la pression, il en découle plusieurs autres lois. Petit 1, à température constante T, le produit PV est constant, c'est-à-dire PV égale à une constante. Et là, c'est la loi de Boyle et Marriott qui stipule que la quantité de matière petit n d'un gaz maintenu à température constante est inversement proportionnelle à sa pression. Son étude passe par le tracé de la courbe P égale à F de 1 sur V, dont la pente est K égale à N R fois T. La connaissance de petit n, grand T et K permet alors de déterminer la constante des gaz parfaits grand R. Petit 2. À pression constante P, le rapport V sur T est constant. V sur T étant constant, on peut donc tracer le graphe V égale à une fonction de T. V égale à une fonction de T. Et là, nous aurons comme pente NR sur P. Dans ce cas, nous avons affaire à la loi de Gay-Lussac-Charles qui stipule que
Pour une masse donnée de gaz maintenue à pression constante, le volume V du gaz est directement proportionnel à sa température absolue T. Son étude passe par le tracé de la courbe V égale à F de T, comme mentionné précédemment, dont la pente est K égale à NR sur P. La connaissance de K, de P et de R permet alors de déterminer la constante R des gaz parfaits. Petit 3, à température T et pression constante P, le volume d'un gaz est proportionnel à la quantité de matière, c'est-à-dire V égale à K fois petit n, avec K ici qui est la pente du graphe V égale à une fonction de n. Donc si nous venons là, V égale à une fonction de n implique que la pente sera RT sur P. Il ressort de cette relation la loi d'Avogadro qui stipule que, à la même température et à la même pression, des volumes égaux de gaz différents contiennent le même nombre de molécules. Cours de seconde. Son étude passe par le tracé de la courbe V égale à Fn. Donc, la pente est K égale à RT sur P, déjà mentionné. De la même façon, pour avoir R, il faut connaître T, P et K. T, P et K. Cette connaissance permettra donc également de déterminer la constante des gaz parfaits, R, qui tourne autour de 8,31. Vous voyez très bien que l'étude du modèle non proportionnel, et plus précisément la loi des gaz parfaits, permet de faire ressortir trois lois. La loi de Boyle et Mariotte, la loi de Gay-Lussac-Charles et la loi d'Avogadro. Exercice 1. Définir loi scientifique, modèle scientifique, contrainte d'une loi, gaz parfait, modélisation. 2. Donner les étapes à suivre pour construire un modèle scientifique. 3. Quel est l'objectif de la construction d'un modèle en physique et en chimie? 4. Donner pour chacune des lois suivantes une contrainte, loi d'Ohm, loi des gaz parfaits. Énoncer les lois suivantes, loi d'Ohm, loi de Boyle et Mariotte. Solution 1. Une loi scientifique, c'est un postulat ou un énoncé basé sur des observations expérimentales répétées qui décrivent certains aspects de l'univers. Modèle scientifique, c'est une représentation conceptuelle qui aide à expliquer un phénomène qui est tellement grand, petit ou loin que l'on ne puisse l'observer directement. Autrement dit, c'est une représentation simplifiée d'une entité du monde réel. Contrainte d'une loi, c'est le champ opérant ou champ de validité de la loi. Gaz parfait, c'est un gaz dans lequel les forces d'interaction moléculaire sont absentes. Modélisation. La modélisation, c'est tout simplement la conception d'un modèle. Question numéro 2. Donner les étapes à suivre pour construire un modèle scientifique. Comme étape à suivre, il faut analyser qualitativement le phénomène physique ou chimique étudié. 2. Identifier les grandeurs physiques qui décrivent quantitativement le phénomène. 3. Choisir les hypothèses simplificatrices et réaliser des mesures. Et puis 4. Tracer le ou bien les graphiques et rechercher les relations littérales qui lient les grandeurs qui décrivent le phénomène. Question 3. Quel est l'objectif de la construction d'un modèle en physique et en chimie? C'est de construire tout simplement une relation entre les grandeurs permettant de décrire le phénomène observé. 4. Donner pour chacune des lois suivantes une contrainte. Loi d'Ohm, loi des gaz parfaits. Contrainte, loi d'Ohm. La loi d'Ohm s'applique uniquement aux conducteurs dont la température reste constante pendant le passage du courant. Loi des gaz parfaits. Comme contrainte, les gaz doivent être dans les conditions normales de température et de pression. Et pour terminer, on vous demande d'énoncer les lois suivantes, loi d'Ohm, loi de Boyle et Mariotte. Vous pouvez donc consulter le cours pour les deux lois. Nous avons donc terminé ce cours, cette leçon sur les lois, modèles et théories scientifiques. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau.
et aussi à activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos. Alors on se dit au revoir et à une autre prochaine vidéo. Natural King. VDM. Hey.